L'armée burkinabé et les foutistes ont signé mardi soir à Ouagadougou un accord en 5 points pour éviter un affrontement, accord qui prévoit un retour des foutistes dans leur caserne. Au Gabon, Serge Maurice Mabiala, ancien ministre du gouvernement d'Ali Bongo, a été inculpé pour détournement de deniers publics, puis écroué à la prison centrale de Libreville. Et puis la Colombie et le Venezuela ont convenu d'une normalisation progressive de leurs frontières, dont la fermeture par Caracas a récemment déclenché une sévère crise diplomatique. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Vers une sortie de crise au Burkina Faso, l'armée burkinabé et les poutistes ont signé mardi soir à Ouagadougou un accord en 5 points pour éviter un affrontement, accord qu'ils ont présenté devant la presse chez le Moro Naba, roi des Moussi, autorité traditionnelle très respectée dans le pays. Parmi ces 5 points, le régiment de sécurité présidentielle, auteur du coup d'État du 17 septembre dernier, s'engage à accepter le cantonnement dans sa base du camp Narbakoum 2 et céder les postes de garde qu'il occupe dans la ville de Ouagadougou. Les forces loyalistes ont promis, elles, de reculer les troupes de 50 km et de garantir la sécurité des membres du RSP et leurs familles. Hier déjà, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria ont décidé de dépêcher ce mercredi une délégation de chefs d'État à Ouagadougou pour rétablir Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. Il faut dire que cette situation de crise au Burkina Faso a été suivie de très près dans les autres pays africains. Au Cameroun, c'est la stupéfaction. Certains Camerounais se sont prononcés sur cette crise au micro de Narcisse Oum. Quand je vois un général poutiste, qu'est-ce qu'il veut présenter à l'Afrique? Alors que le Burkina, nous avions cru, il y a de cela quelques mois, que c'était un exemple pour l'Afrique. Donc pour moi, il ne mérite pas une grâce présidentielle. Le pouvoir doit revenir aux civils. Ce qui se passe au Burkina, je pense que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Là, je pense que c'est les conséquences du comportement de la transition. La situation au Burkina Faso nous demande à beaucoup d'interpellations, à beaucoup de réflexions. C'est la preuve que des mains obscures ne cessent de s'étendre sur l'Afrique pour davantage empêcher l'implantation de la véritable démocratie en Afrique. Heureusement que le peuple burkinabé est un peuple debout, dynamique, efficace, qui n'accepte pas que des positions non démocrates ne puissent s'implémenter dans leur territoire. La situation qui prévoit en ce moment au Burkina Faso déshonore l'Afrique tout entière. Parce qu'à l'aube en 2015, si on parle encore de coup d'État, et encore qu'au Burkina Faso, le dégagement de l'ancien président à la personne de Blaise Compaoré, qui n'a pas les mêmes propos par rapport au dossier de Thomas Sankara, était une volonté populaire. Alors si les militaires, pas même les militaires, le fameux RSP, qui était la garde rapprochée que l'ancien président Compaoré a su ménager pour sa sécurité, pour se maintenir au pouvoir, se lève aujourd'hui pour voler en quelque sorte la révolution, la révolte populaire. C'est désolant, c'est décevant. Ce journal se poursuit au Burundi. La conférence des évêques catholiques du pays a appelé à la reprise d'un vrai dialogue qui n'exclut aucun acteur de la crise afin d'éviter un retour de la guerre civile. Dans une allusion claire au régime du président Pierre Nkurunziza qui assure qu'il n'y a plus de crise au Burundi, le prélat a sévèrement critiqué ce qui entrave une solution négociée et nie que le pays est plongé dans une crise particulièrement grave. En Afrique du Sud, le verdict dans le procès de 8 policiers reconnus coupables du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain a été reporté au 11 novembre prochain. Pour rappel des faits, la victime est décédée après avoir été traînée sur la chaussée par un fourgon de la police. Voici les images.
Le report du verdict fait suite à la demande des conseillers pénitentiaires de probation pour disposer davantage de temps afin de rendre leur rapport. Une requête que leur a accordée la Haute Cour de Pretoria, repoussant le prononcé du verdict au 11 novembre. Les 8 policiers sont reconnus coupables du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain en février 2013. L'homme, âgé de 27 ans, avait été menotté, attaché puis traîné au sol par un véhicule de la police dans une banlieue de Johannesburg après une altercation avec la police à propos d'un stationnement gênant. La scène avait été filmée puis diffusée grâce à une vidéo amateur qui montrait le supplice. Des images qui avaient suscité l'indignation dans le monde entier. Le jeune homme a succombé à ses blessures en cellule. Les 8 policiers impliqués encourent une peine minimale de 15 ans de prison. Pour leur défense, ces derniers avaient affirmé au cours de leur procès que le chauffeur de taxi avait fait montre de résistance durant son arrestation et les avait insultés. Quant au chauffeur du fourgon de police, il a assuré qu'il ignorait que la victime était accrochée derrière le véhicule quand il a démarré. Des arguments réfutés par le juge qui les a qualifiés d'affirmations improbables. En Afrique du Sud, la police a commis de nombreuses bavures au cours de ces dernières années. Elle est souvent indexée pour son manque de professionnalisme, attribué notamment à la présence de dirigeants inexpérimentés ou corrompus. En bref, à présent, au Gabon, Serge Maurice Mabiala, ancien ministre de la fonction publique du gouvernement d'Ali Bongo, a été inculpé pour détournement de deniers publics, puis écroué à la prison centrale de Libreville. Il a été interpellé à son domicile jeudi dernier par la Direction générale des recherches sur ordre du procureur chargé des questions de détournement d'argent public. Serge Maurice Mabiala est accusé d'avoir détourné près de 2 milliards de francs CFA alors qu'il était encore haut fonctionnaire de la Direction générale des impôts. D'après une source proche du dossier, Serge Maurice Mabiala nie toute malversation. Au Bénin, comme dans les autres pays du monde, les organismes génétiquement modifiés constituent des produits à controverse. Autant leurs avantages sont énormes, autant ils présentent des inconvénients, voire même des risques selon certains défenseurs des droits des consommateurs. Pour minimiser ces risques, certains acteurs se sont donné rendez-vous à Cotonou pour réfléchir entre autres sur le cadre juridique des OGM dans le pays. Reportage. La formation et l'information du corps de contrôle et d'inspection sur les OGM et sur le cadre juridique de la biosécurité au Bénin est un creuset d'échanges que ces acteurs ont initié pour passer aux actes concrets s'agissant de la lutte et le contrôle des produits OGM sur le territoire béninois. Le protocole de Cartagena est un mécanisme qui permet de lutter contre les risques liés à ces produits. C'est pour, les informer de la mise en œuvre de ce protocole-là. De les informer également de ce qu'on entend par OGM et des risques que cela peut avoir. Et également de les informer pour qu'ils soient en alerte par rapport à la circulation des OGM. Parce que ces OGM vont venir au Bénin, puisqu'on n'en produit pas, ça doit venir de l'extérieur. Et ça doit venir de l'extérieur, ça ne peut être qu'à travers nos frontières. Certains scientifiques estiment que la diffusion de la biotechnologie conduira à un appauvrissement de la diversité génétique. De plus, comme pour le maïs transgénétique, la culture OGM est souvent une monoculture et cela risque d'appauvrir les sols. Il y a aussi diminution des espèces cultivées. On se rend compte que l'étude des effets des organismes modifiés doit se faire au cas par cas afin de prévenir d'éventuels dommages non prévus envers l'environnement mais aussi l'homme. Il y a des produits OGM qu'on utilise dans la santé, il y a des produits OGM qu'on utilise dans l'agriculture, il y a des produits OGM qu'on utilise même dans l'industrie. C'est de faire attention pour que s'il y a des risques, que ces risques-là ne nous emportent pas. Mais comme vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus scientifique, c'est l'évolution de la science. Et la science n'est pas une panacée. Quand on crée, disons, quand on fait une invention scientifique, ça a toujours des avantages et des inconvénients. Donc nous sommes là pour limiter les inconvénients. Le débat sur l'entrée des OGM sur le territoire béninois reste d'actualité. Hors du continent africain, rétablissement des relations entre la Colombie et le Venezuela. Les deux pays ont convenu d'une normalisation progressive de leurs frontières, dont la fermeture par Caracas a récemment déclenché une sévère crise diplomatique. Les images. C'est à Quito que s'est tenue la réunion des grandes résolutions. Les présidents colombiens Juan Manuel Santos et vénézuéliens Nicolás Maduro se sont accordés sur le retour immédiat de leurs ambassadeurs respectifs et la normalisation progressive de la frontière.
Ils l'ont notifié à travers une déclaration lue devant la presse par leur homologue équatorien, Rafael Correa, qui a facilité la rencontre. Après la réunion, les présidents de Colombie et du Venezuela se sont accordés sur le retour immédiat de leurs ambassadeurs, enquêter sur la situation à la frontière, réunir des équipes de ministres immédiatement pour s'occuper des problèmes sensibles des frontières. Depuis le début de la crise, le 19 août dernier, qui s'était envenimée jusqu'au rappel des ambassadeurs une semaine plus tard, Santos et Maduro, accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères, se voyaient pour la première fois. Qui a gagné aujourd'hui? La sagesse, le dialogue et ce qui doit toujours gagner, la paix. La paix entre nos pays, entre nos peuples. Et seulement avec la coopération de nos deux gouvernements et de nos deux pays, nous dépasserons cela. Merci, Président Santos. Ici, comme l'a dit le président Maduro, a prévalu la sagesse. Il y a eu un dialogue calme, respectueux et productif. Et je suis très content de renouer ce dialogue avec le Venezuela parce que, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, quand deux dirigeants ont des divergences, ceux qui en souffrent, c'est le peuple. L'accord conclu lundi prévoit également une enquête de la situation à la frontière longue de 2219 km qui sépare les deux voisins latino-américains et que des réunions au niveau ministériel se tiennent mercredi à Caracas pour traiter des thèmes sensibles de la frontière. La crise avait éclaté à la suite de la fermeture de plusieurs postes frontières par le Venezuela, qui avait en outre décrété l'état d'exception après une attaque contre des militaires vénézuéliens lors d'une opération anti-contrebande. Aux États-Unis, le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a abandonné lundi la course à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche. C'était lors d'une conférence de presse à Madison, la capitale du Wisconsin. Il a appelé certains des 15 candidats républicains restants à faire de même afin de réduire le nombre de candidats rivalisant avec Donald Trump, clairement identifié comme une menace pour le parti républicain. Précisons que Rick Perry, l'ex-gouverneur du Texas, avait également abandonné la course le 11 septembre dernier. J'estime que je suis appelé à donner l'exemple en aidant à défricher le terrain afin qu'un message positif et conservateur puisse se hisser au sommet. C'est pourquoi je suspends ma candidature immédiatement. J'appelle les autres candidats républicains à faire la même chose pour que les électeurs puissent choisir parmi un nombre limité de candidats qui peuvent offrir un message positif, conservateur et alternatif à l'actuel candidat en tête. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika. Comme j'ai dit, il y a des questions qui relèvent de la justice, il y a des questions qui relèvent également du Conseil national de transition. Nous estimons que la procession n'étant pas suspendue, il faut suivre les procédures qui intègrent justement l'ensemble de ces structures-là. Et nous ne savons pas si ces discussions ont été menées par le président de la conférence. Donc, évidemment, c'est pourquoi nous sommes surpris par la procédure. Et nous prenons acte et nous allons en discuter. La mise en œuvre peut être compliquée si on n'implique pas toutes les forces dans la discussion. Il est évident que si l'on prend les avis parcellaires de chacun pour faire une combinaison sans qu'on en discute globalement, ça peut poser des problèmes dans le cadre de la mise en œuvre. Or, ce qui était souhaitable, évidemment, c'est de ne pas chercher certainement à résoudre des problèmes rapidement, mais à permettre à la classe politique, à la société civile de s'expliquer pour mieux tirer des conclusions qui sont plus proches des avis et d'un consensus entre tout le monde. La situation au Burkina Faso, elle est la suivante. Il y a eu un putsch militaire et dehors, les éléments qui ont fait ce putsch militaire sont en train de continuer à tirer sur les populations aux mains vides.
Le seul moyen de défense aujourd'hui qui est réservé à la population, c'est de se battre. C'est de continuer effectivement donc, à mener la résistance active. C'est de continuer à défendre le pays et l'état de droit. Donc nous allons continuer à défendre le pays et l'état de droit. Jusque-là, nous avons utilisé les moyens qui consistent à manifester, à nous donner les moyens effectivement donc, de libérer notre pays effectivement donc, des putschistes. Nous allons redoubler, nous allons maintenir la résistance telle que nous l'avons commencé, parce que comme vous avez constaté vous-même, on vient nous exposer des points et nous n'en avons jamais discuté donc, de ces points-là. Donc nous ne nous sommes pas engagés sur des points pour lesquels on n'en a pas discuté. Comme à l'oral d'un examen, Pascal Afingay-San, soumis à la rudesse des questions du secteur privé ivoirien. À quelques semaines du premier tour du scrutin présidentiel, sur le voile n'est totalement pas autour des propositions des candidats. L'économie, en revanche, n'a jamais autant dominé les ambitions des prétendants au fauteuil présidentiel. Les acteurs du privé se sont encore donné rendez-vous pour disséquer le programme économique de Pascal Afingay-San, candidat du Front populaire ivoirien au présidentiel d'octobre. Fils de planteur de café, Afingay-San a été premier ministre de Laurent Gbagbo de 2000 à 2003. Sous sa primature, de nombreuses réformes ont été entreprises. Plus de 10 ans après, l'homme se présente aux Ivoiriens avec un programme titanesque baptisé les 15 points de la Renaissance. Des actions et des actes pour impulser une bonne dynamique de croissance. Les engagements touchent l'ensemble des secteurs de la vie politique, économique et sociale de notre pays, à commencer d'abord par la question de la paix, de la stabilité politique et de l'unité nationale. C'est une dimension essentielle de notre programme. La deuxième dimension, c'est la dimension économique, à travers une économie moderne, diversifiée pour une nouvelle prospérité. Cette économie doit être une économie saine, une économie libre, sans monopole, une économie porteuse qui s'appuie sur le secteur privé, avec un cadre macroéconomique assaini, avec des mécanismes de financement innovants, avec une gestion administrative performante, de manière à ce que les opérateurs économiques soient véritablement les moteurs du développement économique et social du pays. Ils attendaient que Pascal Affi leur cède du terrain. Il en a suffisamment concédé. Ici, les candidats proposent et le privé dispose. Dieu et le peuple ivoirien décideront le 25 octobre 2015 dans les urnes. Un double attentat suicide a de nouveau frappé ce dimanche l'extrême nord du pays, à Mora, une ville abritant le premier secteur d'une force régionale chargée de combattre les islamistes de Boko Haram, toujours actifs malgré la coalition des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Depuis début septembre, il s'agit de la troisième série de doubles attentats suicides dans le même périmètre de cette région frontalière du Nigeria, bastion de Boko Haram. Un double attentat dans le département de Mayo-Sava, dans la périphérie de Mora, au lieu dit Girbana. Il y a eu un double attentat. Le bilan se présente ainsi qu'il suit. Nous avons pour le moment enregistré 5 morts, 2 civils, un inspecteur principal de police, le nom de l'AD, Eli, et les 2 kamikazes. La ville de Mora, située à un carrefour de routes reliant le nord du Cameroun au Tchad, mais aussi par l'ouest au Nigeria, abrite une importante base du bataillon camerounais d'infanterie motorisée qui traque aux côtés du bataillon d'intervention rapide les islamistes de Boko Haram qui parviennent encore à s'infiltrer malgré un renforcement des mesures sécuritaires et un appel constant des autorités camerounaises à la vigilance de la population. On doit sécuriser toute la région parce que hier c'était Kolofata, aujourd'hui c'est Mora, ça veut dire que demain ça peut être Maroua, ça peut être Garoua. Donc le gouvernement devait vraiment sécuriser toute cette région. Mora est aussi le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale des pays riverains du lac Tchad, chargée de combattre Boko Haram. Cette force est composée des troupes venant de plusieurs pays, Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad et Bénin. Une
cérémonie interreligieuse en hommage aux 67 victimes tombées sous les balles du commando le 21 septembre 2013. Amis, proches des victimes, mais aussi des rescapés du drame, ils sont des dizaines de personnes réunies à Nairobi pour le 2e anniversaire de l'attentat perpétré contre le centre commercial Westgate. C'est dans la forêt de Karura, où une plaque est érigée en l'honneur des victimes, que la cérémonie se déroule. Si l'eau a coulé sous les ponts, les blessures laissées par le drame, elles, n'ont toujours pas cicatrisé. Nous sommes ici pour lui. C'est le 2e anniversaire de sa mort. Il a été victime de l'attaque du Westgate il y a 2 ans et nous manquera cruellement. Nous l'aimons toujours et nous sommes juste ici parce que nous avons planté tous ces arbres pour toutes les victimes. Je suis ici au nom des personnes qui sont décédées au centre commercial Westgate qui a été attaqué par les militants. Je suis ici pour célébrer leur vie parce que c'était la pire mort qui existe. Pour rappel des faits, 4 hommes armés de grenades et de kalachnikov avaient fait irruption dans le Westgate aux alentours de midi le 21 septembre 2013. Les assaillants avaient tenu tête pendant 4 jours aux forces de l'ordre. Les enquêteurs ont confirmé qu'ils sont tous morts dans les affrontements avec les forces kenyanes. L'attaque avait été revendiquée par les Shebab, alliés à Al-Qaïda, en représailles à l'engagement du Kenya au sein de la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Un autre hommage interreligieux est prévu pour avoir lieu dans le centre commercial Westgate, qui a rouvert ses portes mi-juillet. Les 2 lignes de 34 km construites par une entreprise chinoise d'une capacité de 60 000 passagers par jour ont coûté 475 millions de dollars. Avant même la coupure de ruban, ils étaient plusieurs centaines de personnes qui attendaient déjà en file indienne de pouvoir monter dans les premières rames blanches et vertes du premier tramway moderne d'Afrique subsaharienne. Le nouveau tramway doit permettre de décongestionner la capitale éthiopienne, dans laquelle les transports publics des 5 millions d'habitants sont assurés par des bus hors d'âge et des minibus privés, notoirement inconfortables. Nous allons pouvoir nous le payer et nous allons gagner du temps. C'est très important. Avant, lorsqu'on attendait pour un taxi, il y avait une longue queue. On devait attendre 3 à 4 heures. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'attendre et nous serons à l'heure au travail. Je souffre des moyens de transport. J'habite loin. Je devais prendre un taxi et il y avait beaucoup de bousculades et de bagarres. Le tramway d'Addis Abeba est présenté comme un projet phare de la stratégie de développement du gouvernement éthiopien. Ce dernier multiplie les grands chantiers, voies ferrées, autoroutes, barrages hydroélectriques. C'est un train très moderne qui servira la capitale éthiopienne et la capitale de l'Afrique. Nous en sommes très fiers. Le gouvernement subventionne ce moyen de transport. Nous n'allons pas gagner de l'argent dessus. Il n'a pas un but commercial. C'est pour le public. Les tickets sont très peu chers. Cela va profiter aux classes moyennes et aux classes populaires, avec des revenus très bas. Les autorités éthiopiennes assurent que le tramway sera épargné des coupures d'électricité quotidiennes à Addis Abeba grâce à un système de lignes électriques dédiées, indépendantes du réseau principal. Sur la quasi-totalité, soit quelques 90% des bulletins dépouillés, Syriza était crédité de 35,53% des voix contre 28,05% au parti de droite Nouvelle Démocratie, dirigé par Vangelis Meimarakis, soit une avance de plus de 7 points. Alexis Tsipras devrait être nommé Premier ministre dès ce lundi, alors que les créanciers souhaitent voir son gouvernement rapidement opérationnel pour appliquer l'accord de réforme et de mesures budgétaires conclu cet été. Ça a été une bataille difficile. Aujourd'hui, je me sens légitime parce que le peuple grec nous a donné un mandat clair pour continuer le combat à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Malgré une forte abstention, autour de 44%, les Grecs ont donc donné une deuxième chance à celui qui avait fait le pari de démissionner en août, après avoir perdu sa majorité au Parlement, en espérant obtenir un nouveau mandat plus solide. C'est une victoire très nette pour Syriza. C'est une seconde chance qui lui est donnée, donc maintenant il devra appliquer son programme. Il n'aura pas de troisième chance.
concernant une deuxième coalition et c'est son deuxième pari gagné, il va pouvoir reconstituer exactement la même alliance que lors de son premier mandat. Les estimations donnent 145 sièges à Syriza et 10 à Anel, soit 155 sur 300 dans le nouveau Parlement. De surcroît, et c'est le troisième pari gagné par Tsipras, Unité populaire, qui rassemble les députés dissidents du Syriza, n'a pas réussi à trouver assez d'électeurs pour entrer au Parlement. Son retour au pouvoir sera suivi avec une attention particulière par les créanciers de la Grèce, UE et FMI, mais aussi par les dirigeants politiques européens. L'opération de secours est intervenue au lendemain de l'interception par les gardes-côtes libyens d'une embarcation en bois et du sauvetage de 272 migrants clandestins d'origine arabe. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Samedi également, l'Italie avait annoncé que plus de 4500 migrants avaient été secourus au large de la Libye en une journée dans le cadre d'une vingtaine d'opérations. Ils nous ont promis de rejoindre l'Europe et chaque personne a payé 1500 dinars. Vers minuit, nous avons pris la mer à bord d'un bateau pneumatique. Après 1h30, nous avons été secourus par les gardes-côtes parce que notre bateau était sur le point de couler, car l'eau s'était infiltrée dans l'embarcation. Les passeurs profitent du chaos régnant dans le pays, miné par les violences et divisé entre deux gouvernements rivaux, avec notamment l'absence de contrôle aux frontières. La Libye, avec ses 1770 km de côte, est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Europe. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, une commune n'a atteint ce niveau de dégradation. Koumassi présente aujourd'hui un visage des plus scandaleux. Tu as vu l'eau là, chaque jour, Dieu fait là, moi je peux vomir 3 fois. Voilà mon magasin, je ne peux même pas vendre. Je dis tous les jours et pas un médicament de faire typhoïde là. Je suis fatigué même. Assainissement, voirie, la population semble au bord du gouffre. Cette mare est logée entre une mosquée et une église. Et l'on raconte ici que même Dieu aurait déserté les lieux. Une grande commune comme Koumassi, c'est pas possible. Ces routes sont devenues un véritable cauchemar pour les automobilistes. On souffre. Ça va être les mois, on roule, il n'y a pas de route. Non, même les passagers aussi souffrent. Les images en disent long sur le malaise. La commune est délaissée parce que quand on va à Makori, on va à Trècheville, il n'y a pas ce genre de problème. Est-ce que vous voyez? Même à Cocody, dans les autres quartiers, il n'y a pas ce genre de problème. Pour essuyer la colère de la population, le maire de la commune est quotidiennement traîné dans la boue. Tout est mort à Koumassi. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc franchement, on ne sait pas où notre maire est passé. Cherchez-le nous, il n'a qu'à venir réparer la commune. Conscient des responsabilités qu'il occupe à la tête de ces communes, il a multiplié plusieurs démarches auprès de l'agent de gestion des routes. Nous optons pour le plaidoyer, nous luttons. Nous sommes, j'allais dire, sur le dos de toutes les structures en charge des voiries pour que véritablement les travaux commencent. Et nous avons besoin que ça commence pour rassurer les populations parce qu'il devient insupportable, il devient impossible de circuler à Koumassi. Commune sinistrée et une population aux abois qui crie son désarroi vers son maire, par ailleurs directeur de campagne du candidat du RHDP à Koumassi. Le problème de la voirie dans cette commune est devenu un enjeu électoral à la veille du premier tour du scrutin électoral en Côte d'Ivoire.